Et si je te disais que 96% de tes préoccupations ne se produisent jamais? Et si l'anxiété qui te vole ta paix n'était qu'une illusion créée par ton esprit? Ce que tu crains tant n'est pas réel, mais tu le vis comme si ça l'était. Combien de fois as-tu porté des problèmes qui n'existaient que dans ton imagination? Il est temps d'affronter une vérité. La majorité de tes tempêtes sont mentales. Très peu possèdent la paix d'esprit, non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils ne la priorisent pas. Ils vivent piégés dans des habitudes négatives, dans la peur du rejet, la culpabilité ou l'anxiété du futur. Mais ce qu'il y a de plus dangereux, ce n'est pas ce qui arrive. C'est ce que tu imagines qui va arriver. Ton esprit projette des films d'horreur que toi-même écris et répètes, et plus tu le fais, plus ils paraissent réels. Aujourd'hui, tu vas rompre ce cycle, non pas avec des phrases creuses, mais avec des outils réels. Tu ne vas pas ignorer tes préoccupations, tu vas les désactiver. Tu peux continuer à nourrir des monstres imaginaires ou reprendre le contrôle. Si tu es prêt à cesser de souffrir pour ce qui n'est même pas encore arrivé, c'est ton moment, ton opportunité de construire un esprit ferme, serein et libre. Avant de commencer, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase. Aujourd'hui, je commence à construire une nouvelle mentalité. Je suis stoïcien. Fais-le maintenant. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration, un signal pour ton esprit que tu prends le contrôle. Lorsque tu l'écris, tu l'aggraves dans ton subconscient, et cela marque le début du changement. Écris-la, affirme-la, et laisse ta transformation commencer de l'intérieur. Premier, ton esprit est le centre de contrôle de ton destin. Ce que tu penses jour après jour n'est pas un détail mineur, c'est la racine d'où jaillit ta réalité. Si tu alimentes constamment des pensées de pénurie, de peur ou d'autolimitation, c'est exactement ce que tu continueras d'expérimenter. Mais si tu commences à cultiver des pensées de possibilité, de confiance et de détermination, ton monde extérieur commencera à refléter ce nouveau schéma. La plupart des gens vivent comme si leurs pensées étaient des visiteurs étrangers, sans se rendre compte que chacune d'elles construit le chemin qu'ils foulent. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer d'abord ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Tout ce que tu réussis ou cesses de réussir a son point d'origine dans ton monde interne. L'esprit n'interprète pas seulement la réalité, il la crée. Les décisions que tu prends, les risques que tu assumes ou évites, les relations que tu cultives ou laisses te vider, tout cela naît d'un dialogue mental constant. Si ce dialogue est destructeur, il sera très difficile de construire quelque chose de bon par-dessus lui. La transformation réelle ne commence pas à l'extérieur. Elle commence par une pensée qui décide de se rebeller contre l'ancien schéma et de prendre une nouvelle direction. Réfléchis-y. Ton dialogue interne est une conversation ininterrompue qui a plus d'influence sur toi que n'importe quelle autre voix externe. C'est la voix que tu entends avant de parler, avant d'agir, avant de décider. Voilà pourquoi, si cette voix est pleine de doutes, de peur, de culpabilité ou de reproches, tu vivras avec la sensation d'être toujours freiné, comme si quelque chose d'invisible te sabotait. Mais si tu rééduques cette voix pour qu'elle soit ton allié, qu'elle te motive, te concentre et te rappelle qui tu es réellement, alors ton destin commence à changer. Un esprit désordonné produit une vie désordonnée. Et même si tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive autour de toi, tu peux contrôler la façon dont tu l'interprètes, comment tu réponds et quelle histoire tu décides d'en raconter. Là réside ton pouvoir, dans chaque pensée négative que tu choisis de ne pas nourrir, dans chaque émotion destructrice que tu choisis d'observer sans la laisser te contrôler, dans chaque moment où tu décides de ne pas réagir, mais de répondre avec conscience. Pour appliquer cela, tu dois devenir conscient de tes pensées, non pas superficiellement, mais avec une honnêteté radicale. Observe quel type de pensées surgissent lorsque tu échoues, lorsque quelqu'un te critique, lorsque tu es seul. Que te dis-tu à toi-même dans ces moments-là? Es-tu en train de te construire ou de t'effondrer?
Cette observation est la première étape. Ensuite, lorsque tu détectes des pensées qui t'affaiblissent, ne les combats pas avec haine. Change-les avec compassion. Remplace-les par des affirmations qui te rendent le pouvoir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre interprétation de ceux-ci. Épictète disait que les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont d'elles. Cela signifie que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Parce que peu importe ce qui se passe dehors, si tu entraînes ton esprit, tu peux maintenir le calme, la clarté et la force au milieu de n'importe quelle tempête. Commence par le plus simple. Chaque matin, au réveil, avant de regarder le téléphone ou de te laisser absorber par le monde extérieur, demande-toi, sur quoi veux-je concentrer mon esprit aujourd'hui? Quel type de pensée mérite mon attention? Fais-le avec intention. Ensuite, quand tu affronteras des difficultés durant la journée, reviens à ce focus. Souviens-toi que tu peux choisir de ne pas réagir, mais de répondre depuis ton centre. Avec le temps, tu verras que cette pratique quotidienne ne change pas seulement ton état mental, mais ton destin. Un esprit clair prend de meilleures décisions. Un esprit entraîné ne se rend pas facilement. Un esprit concentré voit des opportunités là où d'autres voient des limites. Et un esprit en paix n'est ni facile à manipuler ni à briser. Prends le contrôle de ton esprit et tu prendras le contrôle de ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intention. Chaque pensée est une graine, et tu décides si tu sèmes la limitation ou la possibilité. Ainsi commence le changement. Ainsi commence une vie entièrement nouvelle. 2. 96% des préoccupations ne se produisent jamais. Combien de fois es-tu resté enfermé dans des pensées d'inquiétude pour découvrir plus tard que rien de tout cela n'était arrivé? Ton esprit crée des scénarios catastrophiques, anticipe des problèmes qui n'existent pas et construit des montagnes là où il n'y avait que de petites pierres. Une étude a révélé que 96% des choses qui nous préoccupent n'arrivent jamais. Et pourtant, nous portons ces idées comme si elles étaient réelles. Voici la contradiction. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. C'est comme si nous étions assis sur une chaise en attendant un coup qui ne vient jamais et que malgré tout, nous vivions tendus, paralysés. Cette habitude de penser au pire devient un poison lent. Elle nous empêche de profiter du présent, nous enlève la clarté pour agir et nourrit une anxiété qui nous enferme. Chaque préoccupation inutile est comme une fausse alarme dans ton esprit. Elle sonne fort, agite, mais à la fin, il n'y avait aucun danger. Le problème n'est pas seulement la peur, mais la façon dont nous réagissons à celle-ci. Nous pensons que si nous nous inquiétons beaucoup, nous éviterons qu'il arrive quelque chose de mauvais, comme si la préoccupation était une forme de contrôle. Mais elle ne l'est pas. C'est seulement une dépense émotionnelle qui ne prévient rien. Elle t'épuise, simplement. Si tu t'arrêtes pour observer avec honnêteté, tu remarqueras que la plupart de tes préoccupations tournent autour de choses qui ne se sont pas encore produites ou qui sont déjà passées. Tu te punis pour des erreurs du passé, même si tu ne peux plus rien y changer. C'est ce type de pensée où tu anticipes des scénarios qui n'arriveront probablement jamais. Ce type de pensée n'est pas seulement inutile, il est toxique. Il t'éloigne du moment présent, le seul endroit où tu as réellement du pouvoir. C'est pourquoi l'une des clés les plus puissantes pour te libérer de l'anxiété est de te demander chaque fois que tu t'inquiètes « Cela arrive-t-il maintenant? Puis-je faire quelque chose à ce sujet ?» Si la réponse est non, lâche. Si la réponse est oui, agis. Mais ne continue pas à te tourmenter pour des choses qui sont hors de ta portée. Le contrôle ne consiste pas à tout changer, mais à diriger ton énergie vers ce que tu peux influencer. Entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui dépend de toi. S'il y a un problème réel, ton esprit doit se concentrer sur la solution, pas sur l'amplification de la peur. S'il n'y a pas de problème réel, apprends à laisser partir la pensée.
Ne lutte pas contre elle. Observe-la, remercie-la de son intention de te protéger et lâche-la. Fais-le chaque fois que l'inquiétude apparaît. Avec le temps, ce schéma d'anxiété commencera à s'affaiblir. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous, car il n'y a là ni vertu ni contrôle. Il ne nous reste qu'à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons changer et à agir avec courage sur ce qui se trouve entre nos mains. Marc Aurèle répétait que les pensées négatives doivent être dissoutes dès qu'elles apparaissent, comme le feu consume le bois sec. Pour les stoïciens, entraîner l'esprit était la clé pour vivre avec liberté et sans peur. Chaque fois que ton esprit commence à imaginer le pire, fais une pause, respire. Est-ce réel? Est-ce maintenant? Suis-je en train d'exagérer? Le simple fait de te poser ces questions brise le cycle automatique de la peur. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques, mais de les affronter avec perspective. Quand tu réalises que 96% de tes préoccupations n'ont aucun fondement, quelque chose change en toi. Tu commences à filtrer tes pensées. Tu cesses d'accepter comme vérité tout ce que ton esprit lance. Vivre avec moins de préoccupations n'est pas être naïf, c'est être conscient. C'est choisir la paix au lieu du chaos mental. C'est faire confiance davantage à ta capacité d'adaptation qu'à tes prédictions catastrophistes. C'est comprendre que, bien souvent, ce qui semblait une menace n'était qu'une illusion créée par l'habitude de s'inquiéter. Prends aujourd'hui comme point de départ. La prochaine fois que quelque chose t'inquiète, arrête-toi et souviens-toi. La plupart du temps, cela n'arrivera pas. Ne vis pas en fuyant des fantômes. Vis présent, agis avec intention et protège ton esprit comme le trésor qu'il est, car un esprit en paix n'a pas seulement de la clarté, il possède du pouvoir. Troisième, va jusqu'aux faits réels. Bien souvent, l'esprit se lance dans un tourbillon de préoccupations, non pas pour ce qui se passe réellement, mais pour ce qu'il imagine qui pourrait se passer. Les suppositions, les doutes, le manque de clarté deviennent du carburant pour la peur. Tu te racontes des histoires. Et s'ils ne répondent pas parce qu'ils sont fâchés? Et si cela signifie que tout va mal tourner? Et si j'échoue? Mais dans la majorité des cas, tu n'as aucune preuve, seulement des fragments, des silences, des données incomplètes. Et avec cela, ton esprit compose des films qui te volent la paix. Le secret réside dans l'accès aux faits réels, car la préoccupation croît dans le brouillard de l'incertitude. Sans clarté, ton esprit remplira les vides par le pire. Décide de rechercher la vérité, de faire face aux faits concrets, au lieu de rester dans la spéculation. Tu pourras désactiver une grande partie du stress que tu ressens. Chaque fois que tu te sens emprisonné par la préoccupation, fais une pause et examine tes pensées. Réagis-tu à des faits ou à des suppositions? Ce que tu redoutes a-t-il un fondement réel? Ou anticipes-tu un scénario qui n'est même pas encore arrivé? Parfois, une simple conversation, une question, une information claire peut te libérer d'heures, voire de jours d'angoisse inutile. C'est incroyable comme une réponse honnête ou un fait vérifié peut dissiper tout un nuage d'anxiété construit par l'imagination. Appliquer cela n'est pas compliqué, mais exige de la discipline. Lorsque surgit la préoccupation, ne reste pas bloqué là. Avance, pose des questions, clarifie, demande des données. Ne décide ni ne réagit depuis la brume mentale, car sans clarté, il n'y a pas de contrôle. Sans contrôle, la peur prend le volant. La vérité, aussi dure soit-elle, sera toujours meilleure que la spéculation infondée, car elle te donne au moins un point de départ réel pour agir. Les stoïciens étaient maîtres en la matière. Ils enseignaient que la première étape face à toute émotion perturbatrice était de l'examiner avec la raison. Épictète disait « Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Ta préoccupation ne naît pas de ce qui arrive, mais de ton interprétation. Si tu veux réduire cette charge mentale,
Tu dois apprendre à séparer ce que tu sais de ce que tu supposes. Pour cela, cherche les faits réels, non les suppositions. Une seule vérité peut neutraliser des heures d'anxiété bâties sur rien. Si le fait découvert ne t'est pas favorable, au moins à présent, peux-tu agir avec clarté. Tu décideras depuis la réalité, non depuis la peur. Chaque fois que tu sens une pression dans la poitrine ou un nœud mental pour quelque chose que tu ignores, arrête-toi. Pourquoi? Est-ce que je réagis aux faits ou à mes suppositions? Puis, va chercher la vérité. Appelle, écris, demande, enquête, confirme. Ne te permets pas de vivre dans l'obscurité du doute, alors que tu peux allumer la lumière de l'information. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de savoir depuis où tu agis. Appliqué constamment, tu cesseras d'être esclave de tes pensées et commenceras à avancer avec plus de sécurité. Décision plus ferme, peur plus petite, esprit plus tranquille. En t'ancrant aux faits, le drame se dissout. En vivant depuis la vérité, tu n'as pas besoin de dépenser ton énergie à imaginer des problèmes qui n'existent pas. 4e. Utilise la dramatisation pour désactiver l'impact des pensées négatives. Ton esprit peut transformer une petite gêne en tragédie grecque si tu le laisses sans supervision. Une simple erreur, un regard indifférent, un mot mal interprété, et soudain ta tête construit un drame complet. Il pense sûrement du mal de moi. Je vais échouer. Ça va être un désastre. La majorité de ces pensées n'ont pas de base réelle, mais elles paraissent intensément réelles, car nous ne les questionnons pas. Nous les acceptons et les laissons nous empoisonner. Il existe une technique aussi puissante qu'inattendue, la dramatisation. Convertis cette pensée sombre en scène ridicule et exagérée pour lui enlever son pouvoir. La dramatisation n'est pas la négation, c'est une stratégie. Affronter la voix de ton esprit, celle qui exagère, et la vaincre à son propre jeu. La regarder avec ironie, en rire, et ainsi dégonfler l'intensité émotionnelle qu'elle porte. Tu as pensé « tout va sûrement mal tourner » Dis-le avec une voix d'acteur de telenovela, musique dramatique en fond. Imagine une pluie qui tombe sur toi, caméra lente, drame total. Oh non, cet email sans réponse signifie la fin de ma carrière. Dès que tu fais ça, le charme se brise. Tu vois à quel point ta pensée peut sembler absurde quand tu la fais sortir de ta tête et la dramatises. Et par conséquent, tu cesses de la prendre si au sérieux. Le rire interrompt la rigidité de la pensée négative, nous redonne de la perspective. Quand tu introduis l'humour, ton cerveau change de fréquence. Au lieu de continuer à nourrir la peur, il commence à la libérer. L'humour désactive le cortisol, hormone du stress, et active des neurotransmetteurs comme la dopamine qui élève l'humeur. La science l'a montré maintes fois. Rire, même quelques secondes, peut transformer ton état émotionnel. Et si ce rire provient de toi-même, avec affection, l'effet est encore plus puissant. La prochaine fois que ton esprit te lancera des idées catastrophistes, ne les nourris pas. Exagère-les, dramatise-les, transforme-les en comédie, non pas pour te moquer de toi, mais pour leur enlever ce déguisement de vérité absolue, car ce ne sont que des pensées, pas des prophéties. Tu n'as pas à agir selon elles, ni à les laisser t'emporter. Tu peux choisir de les voir pour ce qu'elles sont, de simples idées passagères, et certaines très ridicules si tu les examines attentivement. Après avoir dramatisé, fais exactement le contraire de ce que cette pensée t'incitait à faire. Si ton esprit disait « ne parle pas, tu vas être ridicule », dramatise la scène risant et parle immédiatement. Si ton esprit disait « ne sors pas, quelque chose de mauvais va arriver », dramatise cela comme si tu étais le protagoniste d'un film d'horreur absurde, puis sors avec confiance. Cette rupture de schéma affaiblit la pensée négative et renforce ta volonté en prouvant à ton esprit que c'est toi qui décides, pas lui. Le stoïcisme enseignait déjà qu'il ne s'agit pas des choses en soi, mais de la manière dont nous les interprétons.
Épictète affirmait que les hommes ne sont pas troublés par les faits, mais par la vision qu'ils en ont, vision souvent teintée d'exagération. La dramatisation stoïcienne n'était pas humoristique, mais rationnelle. Voir les choses telles qu'elles sont réellement, non telles que l'émotion les peint. Nous y ajoutons l'humour comme outil, mais l'essence est identique. Enlever le drame à ceux qui n'en méritent pas. Il ne s'agit pas d'éviter les pensées négatives, mais de ne pas les croire aveuglément. Les dramatiser est une manière plaisante de reprendre le contrôle. Quand tu ris de quelque chose, tu le réduis. Quand il devient plus petit, tu cesses d'en être l'esclave. Commence aujourd'hui. Chaque fois qu'arrive une idée toxique, au lieu de te battre ou de la croire, transforme-la en caricature jusqu'à ce que ton esprit dise « D'accord, ça n'a aucun sens ». Et là, tu gagnes. La dramatisation te rappelle que le dernier mot t'appartient, que tu peux changer ton scénario interne et n'être pas seulement un acteur dans ton drame mental habituel, mais le réalisateur qui décide quand couper la scène. Aucune pensée ne résiste au pouvoir de la conscience et d'un peu de bon humour. 5. Vis un jour à la fois. Ton esprit aime s'avancer. Imaginez tout ce qui peut mal tourner le mois prochain, l'année prochaine. Cela commence par un doute et sans t'en rendre compte, tu es piégé dans un labyrinthe de pensées au sujet d'un futur qui n'existe pas encore. Tu te demandes ce qu'il adviendra si tu n'atteins pas tes objectifs, si tu te trompes, si les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Mais dans cette anticipation constante, tu oublies la seule chose que tu peux vraiment contrôler. Ce moment. Vivre un jour à la fois n'est pas une jolie phrase pour ton agenda. C'est une stratégie de survie émotionnelle. Comprendre que le futur est fait de petits présents bien vécus qui ne servent à rien de penser à ce qui se passera dans un mois si tu ne profites pas d'aujourd'hui. Lorsque tu te donnes entièrement à l'instant et que tu fais de ton mieux avec ce que tu as, ton esprit se calme, ton énergie se concentre, ta vie s'ordonne. L'anxiété vit dans le futur, le stress dans ce qui n'est pas encore arrivé, mais la paix se trouve ici, dans ce que tu fais en ce moment, dans la tâche devant toi, dans cette conversation présente, dans ce pas présent. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes futurs à partir de ta position actuelle, mais tu peux éviter d'en créer plus grâce à l'habitude de t'inquiéter sans raison. Si, chaque matin, tu te lèves et penses d'abord à tout ce qui pourrait mal se passer dans le mois, tu vas perdre clarté, énergie, motivation. Mais si tu te lèves et décides de te concentrer seulement sur faire compter cette journée, tu te sentiras immédiatement différent, plus fort, plus focalisé, plus capable, car tu ne portes pas le poids d'un futur qui n'est pas encore là, tu voyages seulement avec le présent et c'est toujours plus léger. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans le présent. Marc Aurèle l'exprimait clairement. Ne laisse pas le futur te troubler, tu l'affronteras s'il le faut, avec les mêmes armes rationnelles qui aujourd'hui te protègent du présent. Se préoccuper de demain ne te rend ni plus fort, ni plus préparé. Ce qui t'endurcit, c'est d'agir avec intégrité et concentration maintenant. Si tu vis aujourd'hui avec sagesse, demain n'exigera pas que tu t'angoisses d'avance. Fais de chaque jour une unité close, comme s'il s'agissait d'une vie entière en soi. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour vivre avec intention, pour me rapprocher de mes objectifs, pour être en paix? Puis, fais-le. Ne regarde pas trop loin devant, cela ne fait que te déconnecter. Fais de ton mieux aujourd'hui avec les ressources d'aujourd'hui, pas besoin de plus. La grandeur ne s'obtient pas en un seul saut vers le futur. Elle se construit pas à pas, jour après jour. Si ton esprit s'enfuit vers l'avenir, ramène-le, respire, regarde autour, reviens à ton corps, à la tâche présente, et dis-lui « Je n'ai pas besoin de savoir tout ce qui va se passer, je dois seulement faire de mon mieux maintenant. » Cette phrase est une ancre, elle te centre, te rappelle que le pouvoir est dans le présent, car c'est le seul endroit où tu peux décider, agir, changer, bâtir. Tout le reste est supposition.
Vivre un jour à la fois est plus qu'une habitude. C'est un engagement envers ton bien-être, un respect pour ton énergie mentale, une gratitude. Vivre le présent, c'est dire « ce moment compte ». 6. Accepte le pire et améliore immédiatement. Parfois, ce qui nous paralyse n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous craignons qui pourrait se passer. Nous imaginons le pire et plutôt que de l'affronter, nous le résistons, l'évitons, et cette résistance crée de l'anxiété, nous fait douter, procrastiner, vivre dans une menace constante. Il existe une manière différente d'affronter cette peur, accepter le pire, non pas se résigner ni abandonner, mais accepter le pire comme possibilité réelle, et, de là, agir. Accepter le pire ne signifie pas renoncer à améliorer les choses. Au contraire, c'est la façon la plus puissante de commencer à les changer, parce qu'une fois que tu cesses de craindre le pire scénario, il n'a plus de contrôle sur toi. C'est comme regarder le monstre dans les yeux et dire « Si tu viens, je suis prêt ». Si tu traverses une situation difficile, perte, échec, grande incertitude, et que ton esprit se remplit de peur, de suppositions, de catastrophes mentales, arrête-toi, respire et demande-toi « Quel est réellement le pire qui pourrait arriver ?» Note-le si nécessaire, regarde-le honnêtement, puis accepte-le. Si cela arrive, je l'affronterai. Ça ne me détruira pas, ça peut faire mal, coûter, mais je ne me rendrai pas. Cette acceptation brise la chaîne de l'anxiété, parce que tu n'es plus en lutte contre la réalité, tu es prêt à répondre. Et se produit alors quelque chose de puissant. Une fois que tu acceptes le pire, ton esprit est libre de se concentrer sur le meilleur que tu peux faire maintenant. Tu n'emploies plus ton énergie à résister, mais à agir. Parce que si tu peux regarder en face le pire résultat, tu n'as plus besoin de fuir. Tu peux avancer avec intention, clarté, courage. Tu n'es plus dirigé par le « et si ?» mais par « que fais-je maintenant ?» Les stoïciens pratiquaient souvent cet exercice, la préméditation malorum. Imaginez calmement les pires scénarios pour se préparer mentalement, non pas avec pessimisme, mais avec force. Marc Aurèle écrivait qu'il faut être préparé à ce que tout ce qui arrive soit dans les possibilités humaines. Rien ne doit nous surprendre ni nous effrayer si nous l'avons contemplé sereinement. Pour eux, accepter le pire était un acte de sagesse et d'autocontrôle. Tu peux l'appliquer chaque jour. Face à toute inquiétude, imagine le pire dénouement, accepte-le sans drame, puis agis immédiatement pour améliorer la situation. Ne reste pas trop longtemps dans l'acceptation. Utilise-la comme impulsion. Car l'acceptation sans action devient résignation, mais l'acceptation avec action devient pouvoir. Cette pratique réduit l'anxiété, augmente ton efficacité, te rend proactif, déterminé, résilient. Tu ne restes plus en attente pour réagir, tu prends l'initiative. Savoir ne suffit pas. Comprendre la théorie, connaître les idées, même mémoriser des phrases puissantes. Tout cela ne sert pas à grand-chose si tu ne l'appliques pas dans les moments où cela compte vraiment. Car la véritable sagesse ne se trouve pas dans ce que tu peux répéter, mais dans ce que tu peux vivre. Tu peux lire comment contrôler tes pensées, retenir que ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais la façon dont tu l'interprètes. Cependant, si, lorsque surgit une pensée négative, tu ne fais rien de ce savoir, alors tu n'emploies pas la sagesse. Tu la ranges, et la sagesse rangée sans être utilisée rouille. L'esprit ne change pas avec ce que tu sais. Il change avec ce que tu fais de ce que tu sais. Tu peux avoir lu tous les livres, écouté toutes les leçons, suivi tous les cours. Si, lorsqu'une émotion intense arrive, tu te laisses entraîner, tu n'as pas franchi le seuil qui sépare comprendre de transformer. Une seule chose marque la différence, l'action consciente. Chaque fois que tu mets en pratique une idée que tu connais, tu fortifies ta maîtrise intérieure. Chaque fois qu'au milieu du chaos, tu choisis de répondre avec lucidité, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu convertis une impulsion en pause, une plainte en gratitude, un jugement en compréhension, tu transformes le savoir en sagesse appliquée.
Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour pratiquer cela. Justement, il s'agit de l'appliquer quand tu en as le plus besoin. Lorsque tu es frustré, fatigué, fâché, anxieux, là, les outils prennent tout leur sens. Quand une pensée négative apparaît, ne l'accepte pas comme une vérité absolue, questionne-la. Demande-toi, est-ce utile? Est-ce vrai? Cela m'aide-t-il à avancer? Si la réponse est non, laisse-la. Ne lutte pas contre elle, ne la nourris pas, ne lui donne pas ton énergie. Observe-la simplement, laisse-la passer et choisis de penser quelque chose de plus constructif. Tu peux aussi utiliser le détachement. Rappelle-toi que tu n'es pas tes pensées. Elles traversent ton esprit, mais ne te définissent pas. Regarde-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Certains sombres, d'autres légers. Aucun permanent. Lorsque tu t'identifies trop à ce que tu penses, tu perds la perspective. Lorsque tu prends de la distance, tu peux choisir plus librement comment agir. Cet espace entre la pensée et ta réaction est l'endroit où habite la liberté, et tu ne le renforces qu'en t'exerçant chaque jour. Le stoïcisme l'avait compris. Il ne suffisait pas de connaître la vertu, il fallait la vivre. Épictète disait « Ne dis pas que tu es philosophe, pratique-le ». Pour les stoïciens, le savoir devait se prouver dans l'action, se tremper dans le feu du quotidien, autodiscipline, réflexion, capacité à ne pas se laisser emporter par les passions. Tout se cultivait en affrontant les défis avec une pratique constante. Il ne s'agissait pas de perfection, mais de cohérence, de tenter encore et encore de répondre avec sagesse, même si l'on n'y parvient pas toujours, car c'est dans l'effort que réside la transformation. Commence petit. Quand tu te réveilles et que tu sens cette paresse mentale qui veut te retenir au lit, souviens-toi de ton intention de gouverner ton esprit et lève-toi avec fermeté. Quand on te critique et que tu sens l'impulsion de réagir, respire, observe ton émotion et choisis de répondre avec calme. Quand l'anxiété surgit pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ramène ton attention au présent et répète « Ici et maintenant, j'ai le contrôle ». Et si tu échoues, si tu te laisses emporter par l'émotion, ne te juge pas. Réfléchis et recommence, car cela aussi est sagesse. Apprendre de chaque erreur et continuer. Avec le temps, cette pratique quotidienne devient une façon de vivre. Tu n'as plus besoin de réfléchir autant pour appliquer les enseignements, car ils font partie de toi. L'esprit devient plus clair, moins réactif, plus serein. Non parce que tu n'as plus de pensées négatives, mais parce qu'elles n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu sais comment les traiter, les gérer, les laisser aller. Et c'est cela la liberté. Non pas tout contrôler, mais te contrôler lorsque quelque chose arrive. Tel est l'objectif. Non seulement savoir davantage, mais vivre mieux. Convertir la connaissance en outil pratique, utiliser la philosophie comme boussole et non comme décoration. Et en le faisant, tu découvriras quelque chose de puissant. Tu tiens le contrôle, ton esprit peut être ton allié, et chaque pensée que tu transformes, chaque impulsion que tu domines, chaque réaction que tu choisis de relâcher te construit de l'intérieur. Voilà la sagesse appliquée. Voilà vivre avec intention. 8. Fais un plan et organise-toi avec discipline. La différence entre avancer avec clarté et se sentir submergé repose presque toujours sur une chose, l'organisation. Quand tu ne sais pas par où commencer, quand tu as 1000 choses en tête, mais aucune concrétisée, quand tu laisses tout au hasard en croyant qu'un jour l'inspiration viendra, alors tu obtiens confusion, stress et perte de temps. Il ne s'agit pas de te remplir de tâches, mais de concevoir ta journée avec intention. Un jour bien planifié n'est pas rigide. Il libère, il te donne structure, focus et contrôle. Et quand tu as le contrôle, l'anxiété diminue. Élaborer un plan ne signifie pas que tout se déroulera exactement comme tu l'as écrit. Cela signifie que tu as une direction, une boussole. Tu sais ce qui est important aujourd'hui, ce qui peut t'attendre demain et ce qu'il faut éliminer. Un esprit désorganisé saute d'une chose à l'autre, se distrait
s'épuise facilement. Un esprit discipliné, guidé par un plan clair, avance pas à pas, quels que soient les obstacles, parce qu'il sait où il va. La discipline ne naît pas d'une motivation spontanée, mais de l'engagement envers ce que tu as déjà décidé de faire. Pour cela, tu as besoin de structure, un calendrier, une liste de tâches, des blocs de temps définis, et même des espaces pour te reposer et te déconnecter. Tout doit avoir sa place, non pas rigidité, mais parce que ton énergie est limitée. Plus tu es ordonné, mieux tu l'emploies. Une clé pour bien t'organiser est de commencer la journée avec clarté. Avant que le monde t'absorbe, assieds-toi et demande-toi « Quelle est la chose la plus importante que je dois faire aujourd'hui ?» Donne la priorité. Ne commence pas par le plus facile, commence par le plus significatif. Ensuite, répartis ton temps intelligemment. Ne remplis pas ton agenda au point de ne plus pouvoir respirer. Laisse de l'espace pour les pauses, pour les imprévus, pour toi. Car si tu n'inclus pas le repos dans le plan, tu finiras épuisé et démotivé. Et n'oublie pas, un plan n'est pas une prison, c'est un guide. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne t'en fais pas une excuse pour t'effondrer. Adapte-toi, ajuste la route, mais continue. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. Chaque jour où tu t'organises, tu renforces ta capacité de décision. Chaque fois que tu accomplis ce que tu t'es proposé, même en partie, tu construis une confiance intérieure. Pour les stoïciens, discipline et organisation étaient des actes de vertu. Ils voyaient la vie comme une série de choix rationnels. Marc Aurèle ne laissait pas ses journées au hasard. Il réfléchissait, se préparait mentalement, organisait son énergie. Vivre sans intention, c'est gaspiller le bien le plus précieux, le temps. L'organisation n'est donc pas un luxe, mais une nécessité, surtout si tu veux grandir, progresser dans tes objectifs, dominer ton esprit. Un esprit désorganisé se laisse facilement manipuler par les émotions, l'environnement, le chaos. Un esprit discipliné, guidé par un plan bien pensé, agit avec clarté, même quand il y a du bruit autour. Si l'organisation te coûte, commence par l'essentiel. Planifie seulement le lendemain. 3 priorités, 2 pauses, un moment de réflexion le soir. Fais-le simple, mais fais-le. Puis répète. N'attends pas l'instant idéal. Fais de l'ordre une habitude jusqu'à ce qu'il devienne une partie de toi. Alors, tu ne chercheras plus la productivité, tu la vivras. Un bon plan ne te limite pas, il te libère. Il ne t'épuise pas, il te concentre. Il ne t'enferme pas, il te donne une direction. Et avec une direction, tu peux transformer n'importe quel jour en un pas ferme vers une vie avec plus de sens, plus de calme et plus de maîtrise de toi-même. Car l'essentiel n'est pas de faire plus, mais de faire avec intention, conscience et discipline. 9. Reconstruis ton identité à partir de tes forces, non de tes faiblesses. La façon dont tu te perçois est le premier filtre par lequel tu expérimentes tout dans ta vie. Si tu t'identifies constamment à ce qui te manque, à tes erreurs, à tes échecs passés, tu te limites avant même de commencer. C'est comme porter des lunettes brisées. Chaque pas est déformé par une image intérieure qui ne reflète pas ton vrai potentiel. Le plus dangereux, c'est que l'identité devient prophétie. Ce que tu crois être détermine ce que tu te permets d'atteindre. Reconstruire ton identité ne signifie pas nier ce qui s'est passé, mais cesser de le traîner comme une étiquette. Si tu as échoué, cela ne fait pas de toi un échec. Si tu as commis des erreurs, cela ne veut pas dire que tu ne puisses pas changer. Si tu as ressenti peur, insécurité, doute, cela ne détermine pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides de faire avec tout cela. Tout le monde a des blessures, tout le monde est tombé, mais tout le monde ne choisit pas de se relever avec une nouvelle vision de soi. Commence à te bâtir depuis tes forces. Dresse une liste de ce que tu as déjà accompli, si petit que cela paraisse. Souviens-toi des moments où tu as fait preuve de courage, de patience, de détermination. Ces moments sont réels,
Ils sont la preuve de ce que tu peux être. Lorsque tu les regardes attentivement, tu réalises que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de nouveau, mais de te rappeler qui tu as déjà été dans ta meilleure version et d'agir à partir de là. Cesse de te définir par tes faiblesses. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, tu es la somme de tes apprentissages. Et lorsque tu choisis de te voir à travers tes capacités, ton esprit commence à travailler pour toi. Il ne s'agit plus de feindre la confiance, il s'agit d'agir depuis une identité intérieure qui paraît réelle, parce qu'elle est construite sur des vérités que tu as déjà vécues. Ta force est en toi, mais tu dois la regarder, la reconnaître et commencer à fonder tes décisions sur elle. Imagine que chaque matin, tu choisis consciemment de te souvenir de tes forces. Tu te lèves et au lieu de penser « je suis faible, désorganisé, incertain », tu dis « j'ai de la résilience, de la concentration, de l'intelligence émotionnelle ». Peut-être n'es-tu pas encore parfait. Peu importe, c'est ce que tu développes. Vise à partir de cette vision. Tes actions s'aligneront, ton énergie changera, et avec le temps, tu deviendras ce que tu pratiques. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous décidons d'être face à ce qui nous arrive. Épictète disait que la clé est de ne pas laisser les choses extérieures pénétrer l'âme. Tes faiblesses, tes erreurs, tes échecs sont des événements, pas des définitions. Le véritable travail est intérieur, se façonner avec vertu, constance, force de caractère, choisir d'agir avec intégrité malgré le passé. Agis comme la personne que tu veux être, non comme celle que tu crains d'être. Si tu veux être discipliné, agis avec discipline. Si tu souhaites être sûr, fais ce qu'une personne sûre ferait. Au début, cela ne semblera pas naturel. Peu importe, la répétition renforce l'identité. Ce n'est pas un changement instantané, c'est un processus. Mais si tu persévères à agir depuis tes forces, ce nouveau moi devient stable. Tu n'auras plus besoin de forcer la confiance, tu vivras à partir d'elle. Reconstruire ton identité depuis la force est une décision qui se renouvelle chaque jour. Ce n'est pas une destination finale, c'est une pratique. Il ne s'agit pas d'ignorer tes ombres, mais de ne pas leur donner le premier rôle. Tu décides qui commande, ton moi blessé ou ton moi courageux, ta version qui se cache ou ta version qui avance. Cette décision change ton histoire, ton présent et ton futur. Vois-toi comme l'architecte de ton identité, pas comme la victime de ton passé. Construis sur ce qui te rend fort, nourris ce qui te fait avancer. Vis depuis qui tu veux être, et cette identité cessera d'être un objectif lointain pour devenir ta réalité. 10e, évite les personnes qui drainent ton énergie. Certaines personnes, sans élever la voix ni faire un geste agressif, arrivent à éteindre ton énergie. Ce sont ces présences qui, lorsqu'elles arrivent, rendent tout plus lourd, plus confus, plus dense. Ce n'est pas qu'elles te souhaitent nécessairement du mal, mais elles ne croient pas non plus au bien. Elles se plaignent de tout, critiquent tout le monde, doutent de tout. Et si tu n'es pas attentif, ce type de mentalité se contamine. L'énergie émotionnelle est contagieuse. Si tu es constamment entouré de personnes négatives, ton esprit s'adapte à ce niveau de pensée. Tu commences à penser plus petit, à douter plus, à avoir peur d'agir. Personne n'est totalement isolé. Nous sommes tous influençables, surtout par les personnes proches. Si tu partages ton temps avec quelqu'un qui voit des problèmes partout, qui ne croit pas à la croissance, qui tourne tes rêves en dérision, qui trouve des excuses au lieu de solutions, tôt ou tard, cette attitude finit par corroder ta manière de penser, même si tu es discipliné, même si tu as des objectifs clairs. Sois brutalement honnête en évaluant ton entourage. Comment te sens-tu après avoir passé du temps avec cette personne? T'inspire-t-elle ou te vide-t-elle? Te pousse-t-elle à avancer ou t'ancre-t-elle? Te remplit-elle de doutes ou te transmet-elle des possibilités? Ces réponses ne sont pas insignifiantes. Ce sont des signaux que tu dois écouter. L'énergie avec laquelle tu marches chaque jour est directement liée à celle que tu absorbes des autres.
T'éloigner des personnes qui te drainent n'est pas un acte d'égoïsme, mais de protection mentale. Il ne s'agit pas de haïr, de disputer, d'exclure avec arrogance. Il s'agit de reconnaître que ton énergie est limitée et que chaque interaction laisse une empreinte. Établir des limites claires ne signifie pas être dur. Cela veut dire être conscient. Tu ne permettras pas que la négativité d'autrui commande ton récit interne. Tu ne t'adapteras pas à la plainte, à la critique constante, au scepticisme déguisé en réalisme. Après avoir identifié les personnes qui te fragilisent, concentre-toi sur la création d'un environnement où tu peux t'épanouir. Entoure-toi de gens qui ne se contentent pas de dire que tu peux, mais qui te montrent par leur exemple que c'est possible. Des personnes qui te défient par des questions intelligentes, qui te soutiennent dans les jours difficiles, qui t'inspirent à être plus discipliné, plus concentré, plus courageux. Tu n'as pas besoin d'une foule. Il suffit d'une ou deux personnes avec une énergie réelle, avec conviction, avec vision. Les stoïciens insistaient sur l'environnement. Sénèque avertissait que côtoyer des esprits corrompus finit par contaminer même le plus fort. Marc Aurèle parlait de l'art de rester ferme dans la vertu, même quand les autres vivent dans l'indifférence. Mais cette fermeté se construit aussi en choisissant bien ses influences. Le sage ne s'isole pas, mais il ne se mélange pas non plus avec n'importe qui. Protège ton esprit comme un soldat garde sa forteresse. Tu es responsable de ce que tu laisses entrer dans ton espace mental. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler l'accès que tu leur donnes à ton énergie. Tu peux continuer à partager avec des personnes difficiles, avec compassion, mais avec des limites claires. Tu n'as pas besoin de te justifier. Décide simplement de l'environnement dont tu as besoin pour fleurir, puis agis sans culpabilité. Quand tu commences à choisir des relations qui t'élèvent, quelque chose change en toi. Tu te sens plus léger, plus créatif, plus concentré. Tes décisions deviennent plus fermes, tes pensées plus claires. Tu n'épuises plus ton énergie à te défendre contre ce qui te diminue. Tu l'investis dans ce qui te pousse en avant. Souviens-toi, ton entourage ne te détermine pas, mais il te conditionne. Si tu peux choisir avec qui tu marches, tu peux aussi déterminer la direction que tu prends. 11. L'importance de donner le meilleur de soi dans n'importe quelle situation. Il y a des moments où tout semble aller contre toi. Tu es dans un travail que tu n'aimes pas, une situation personnelle difficile, confronté à des défis que tu n'as pas demandés. Et dans tout cela, il est très facile de tomber dans la plainte, la résignation, l'idée « à quoi bon me battre si rien ne change ?» Mais c'est justement là que se mesure le caractère. Donner le meilleur de toi lorsque tout est à ton avantage est facile. Le faire quand la pente est rude, quand personne n'applaudit, quand personne ne le voit, voilà ce qui te transforme. 12. Lorsque tu décides d'agir avec excellence, même dans les plus petites choses, tu envoies un message clair. Ta valeur ne dépend pas des circonstances, mais de ta décision. Si tu es dans un emploi qui ne te plaît pas, ne t'attarde pas sur combien tu le détestes. Pense à comment faire ta part avec intégrité. Arrive tôt, remplis tes responsabilités, sois aimable même si l'environnement ne l'est pas. Fais-le pour toi. Chaque action d'excellence, même invisible, construit un caractère fort, un esprit discipliné, une énergie qui te distingue. La majorité veut des résultats sans engagement. Ils attendent de se sentir motivés pour agir, mais c'est l'inverse. Quand tu agis avec discipline, même sans envie, tu deviens imparable. Il ne s'agit pas d'aimer chaque tâche, mais d'aimer la personne que tu deviens en les accomplissant avec honneur. Ce que tu fais aujourd'hui sans reconnaissance se reflètera demain en opportunités inattendues. Ce que tu donnes, même si le monde ne le voit pas, l'univers le note. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais la façon dont tu agis en leur sein. Épictète disait clairement « Fais ce qui dépend de toi du mieux possible et accepte ce que tu ne peux pas changer. » C'est le cœur de l'enseignement, ton travail, ton effort.
ton attitude. Voilà ce qui est entre tes mains. Le reste ne dépend pas de toi. Concentre-toi donc sur ce qui est sous ton contrôle et fais le bien. Avec force, dignité, focus. Chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort, mentalement. Ne pars pas avant d'avoir tout donné. Si tu changes de chemin, que ce ne soit pas par fuite mais par choix, n'abandonne pas parce que c'est inconfortable. Améliore ton attitude, intensifie ton effort, et depuis ce lieu de pouvoir, décide s'il est temps de bouger. Ainsi, tu ne répéteras pas le schéma d'abandonner à chaque gêne. Ainsi, tu grandis. Personne n'évolue depuis le confort. La transformation se produit quand tu choisis de donner le meilleur de toi, même quand tu n'en as pas envie. Même quand il semble que cela ne serve à rien. Quelque chose de magique se passe alors. Ton énergie change, ton entourage le ressent, tes résultats s'améliorent. Tu deviens une personne qui inspire confiance, qui irradie de la détermination, et cela t'attire des opportunités. Les opportunités n'apparaissent pas toujours pour le plus talentueux, mais pour le plus engagé. Cet engagement se construit dans l'obscurité, dans l'effort silencieux, dans la décision quotidienne de ne pas abandonner. N'attends pas les conditions idéales. Utilise ce que tu as, là où tu es, avec ce que tu sais, et fais-le avec excellence. Quand tu donnes le meilleur de toi, indépendamment de l'extérieur, le résultat est toujours la transformation. Et cette transformation se traduira tôt ou tard en nouvelles possibilités, nouvelles portes, nouveaux chemins, non par chance, mais parce que tu l'auras mérité. Tu n'auras jamais cessé de semer, même quand le terrain était dur, parce que tu auras choisi de vivre avec intention, même dans les jours gris. Voilà l'attitude qui définit une vie puissante. 12e. La méthode Abera pour gérer les pensées négatives. Les pensées négatives apparaissent sans avertir, parfois comme des murmures subtils, parfois comme des cris qui secouent toute ta stabilité. Elles te disent que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que tu vas échouer. Et si tu ne fais rien, si tu les laisses agir comme si elles étaient vraies, elles finissent par modeler ton état émotionnel et ton comportement. Mais tu n'es pas obligé de lutter contre elles. Il existe une façon plus intelligente et efficace de les gérer, la méthode ABRA. ABRA est un processus en 4 étapes qui t'aide à répondre aux pensées négatives sans rester piégé. Acknowledge, reconnais. Ne fuis pas la pensée. Ne la nie pas. Observe-la. Je suis en train de penser que je ne suis pas capable. C'est tout. Ne la transforme pas en drame ni en vérité absolue. Ce n'est qu'une pensée. Les pensées ne sont pas des faits. Ce sont des événements mentaux. Breathe. Respire. Au lieu de laisser la pensée déclencher ton système nerveux, arrête-toi et prends une respiration profonde. Inspire par le nez, sens l'air entrer. Expire lentement. Répète. L'acte conscient de respirer envoie un signal de calme à ton cerveau. Il interrompt la réaction automatique et te ramène au présent, là où la peur ne peut pas te dominer. Relise. Libère. Pendant que tu expires, relâche la tension accumulée. Visualise la pensée négative qui sort avec ton souffle. Ne la refoule pas, ni ne la repousse avec force. Laisse-la partir doucement. Dis à ton esprit, « Merci d'être passé, mais je n'ai plus besoin de toi. » Imagine qu'elle est un nuage qui s'éloigne ou une feuille emportée par la rivière. L'objectif est de lâcher, pas de retenir. Plus tu retiens une pensée, plus tu lui donnes de pouvoir. Quand tu la laisses aller, tu récupères ton espace mental. Aligne, aligne. Choisis consciemment une nouvelle perspective. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, mais de choisir une pensée qui te renforce. Je suis en processus d'apprentissage. J'ai les outils pour affronter cela. Ou simplement, je suis présent et j'ai le contrôle. Pas besoin d'un grand mantra, juste quelque chose de plus utile que la pensée précédente. Répète-la avec conviction. Tu construiras une narration interne différente. Ce processus paraît simple, mais il est profondément transformateur. Tu ne réagis plus,
Tu réponds. Tu ne laisses plus une pensée négative croître sans contrôle. Tu la reconnais, tu respires, tu la relâches et tu t'alignes sur mieux. C'est un entraînement. Plus tu le fais, plus c'est facile. D'un point de vue stoïcien, cette technique a beaucoup de sens. Ils enseignaient qu'il ne fallait pas s'identifier à tout ce que nous pensons ou ressentons. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons ». Abra honore cette idée. Tu n'ignores pas ce que tu ressens, tu l'observes, tu le traverses consciemment et tu choisis un autre chemin. C'est cela, l'autocontrôle, le domaine intérieur. Pratique-le chaque jour, pas seulement quand tu es submergé, mais comme partie de ta routine mentale. Commence par de petites situations, un commentaire qui t'a dérangé, une insécurité devant le miroir, un doute avant d'agir. Reconnais, respire, libère, aligne. Tu verras ces pensées perdre de leur force. Elles ne te dominent plus. 13. Reporter les préoccupations. L'esprit, quand il n'est pas entraîné, aime interrompre chaque moment avec une nouvelle inquiétude. Tu travailles et surgis. Et si je ne finis pas? Tu te reposes et arrive l'idée que demain quelque chose ira mal. Tu parles avec quelqu'un et ton esprit part vers un problème qui n'est pas encore là. Vivre ainsi, c'est porter un bruit constant dans la tête, et ce bruit te fatigue, te déconcentre, te déconnecte. Il existe une stratégie simple et efficace pour récupérer le contrôle. Reporter les préoccupations. Ce n'est pas les ignorer ou les réprimer, c'est choisir quand tu leur accorderas ton attention. La préoccupation n'a pas à être un invité permanent. Elle peut avoir une heure de visite. Fixe un temps de préoccupation quotidien, bref et intentionnel. 15 minutes, par exemple, le soir. Chaque fois qu'une inquiétude arrive hors de ce créneau, dis-toi « j'y penserai plus tard, à l'heure prévue ». Puis lâche-la. Ce n'est pas de la répression, c'est de la gestion. Tu reconnais l'idée, mais décide quand la traiter. Et l'esprit, sachant qu'il y a un moment désigné, se calme. Il n'a plus à déclencher l'alarme constamment. Lorsque l'heure arrive, assieds-toi et laisse sortir toutes les idées. Écris-les, dis-les à haute voix, ou observe-les simplement. Souvent, ce qui semblait une grande menace paraît ridicule, car tu le regardes avec distance. Cette distance te permet de penser mieux, de décider plus clairement, de voir qu'il n'y avait rien à craindre. Réunir les préoccupations en un seul espace les fait perdre de la force. Tu remarques qu'elles se répètent, qu'elles ne progressent pas, qu'elles se nourrissent seulement si tu les visites chaque heure. Les stoïciens soutiendraient cette pratique. Une pensée ne mérite pas toujours attention immédiate, et souffrir d'imagination est inutile. Reporter les inquiétudes n'est pas fuir. C'est te permettre de vivre le présent avec plus de légèreté, sachant que si quelque chose exige ton attention, tu t'en occuperas au moment choisi. Fourtine. Exercer le pardon envers soi-même. Nous commettons tous des erreurs, décisions que maintenant nous ne prendrions pas, paroles dites sans réfléchir, actions impulsives qui nous ont blessés ou ont blessé d'autres. Le plus dur n'est pas toujours l'erreur, c'est la manière dont nous nous traitons après. Nous ruminons sans fin ce que nous avons mal fait, nous nous jugeons avec dureté, nous nous parlons avec cruauté, devenant nos propres bourreaux. Ce châtiment ne nous rend pas meilleurs, il nous fige dans le passé. Si tu veux avancer, apprends à te pardonner. Te pardonner ne signifie pas excuser l'erreur, mais te regarder avec humanité, reconnaître que tu as fait ce que tu pouvais avec la conscience, la maturité et les outils de l'instant. Sépare ce que tu as fait de ce que tu es. Une mauvaise décision ne fait pas de toi une mauvaise personne. La science le confirme. L'autopardon est lié à une meilleure santé mentale. Ceux qui pratiquent la compassion envers eux-mêmes ont moins d'anxiété, moins de dépression, plus de résilience. Ils ne s'enlisent pas dans la honte. Ils apprennent et avancent. Observe l'erreur sans la transformer en identité. Ne dis pas « je suis un désastre », mais j'ai commis une erreur. Remplace le jugement par l'analyse.
Quelle intention? Quel besoin non exprimé? Que puis-je apprendre pour ne pas répéter? Quand l'autocritique monte, respire, pose la main sur ton cœur et dis « Toi, j'apprends, je me permets de grandir ». Au début, cela semble étrange. Pourtant, c'est un acte d'amour envers soi-même. Pour les stoïciens, l'erreur était une occasion d'exercer la vertu. Marc Aurèle écrivait « Face à une difficulté, voisis une opportunité de pratiquer une vertu. Si tu as échoué, pratique humilité, responsabilité, tempérance. » Il n'était pas indulgent avec la médiocrité, mais il ne restait pas non plus coincé dans la culpabilité. Reconnaître, corriger, améliorer, avancer, pardonner, n'est pas oublier. C'est se souvenir sans douleur, regarder en arrière sans que cela définisse ta valeur, utiliser ton histoire comme élan et non comme encre. 15. Le bonheur est un choix, non une conséquence externe. La plupart des gens passent leur vie à attendre qu'il arrive quelque chose à l'extérieur pour enfin se sentir heureux, obtenir ce travail, avoir plus d'argent, trouver quelqu'un qui les comprenne. Entre-temps, ils repoussent la paix, la joie, l'équilibre. Mais il existe une vérité qui dérange. Le bonheur ne vient pas de dehors. Il est une décision interne qui ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la façon dont tu choisis de l'interpréter. Oui, les circonstances influent, mais même au cœur du chaos, tu peux choisir ta réponse. La psychologie positive le confirme. Gratitude, pleine conscience, acceptation génèrent un bien-être durable, car l'extérieur change, mais l'attitude se cultive. Chaque matin, 2 options. Commencer la journée par la plainte ou par la gratitude, par l'attente ou par l'acceptation. Cette décision colore toute l'expérience. Tu peux avoir 1000 raisons d'être frustré, mais aussi 1000 petites raisons de sourire, de remercier, de te sentir vivant. Ce n'est pas magique, c'est un entraînement. Pratiquez ce changement de focus jusqu'à ce qu'il devienne ta façon de voir la vie. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, pas de tes résultats ou possession de tes pensées. Si elles sont d'acceptation, de gratitude, de responsabilité, tu vivras dans l'équilibre. Si elles sont de plainte, de comparaison, de résistance, ta vie sera une lutte. Pratique cette élection au quotidien. Quand quelque chose te dérange, pause, je peux choisir ma réponse. Quand un plan échoue, que puis-je apprendre? Quand tu sens que rien n'est suffisant, respire et remercie pour l'essentiel. N'attends pas que tout soit parfait. Revendique ton bonheur aujourd'hui. Il y aura des jours difficiles. Même là, tu peux trouver une étincelle de gratitude, un coin de calme. En choisissant le bonheur depuis l'intérieur, tu n'as plus besoin de contrôler le monde. Tu as appris à contrôler ce qui importe, ton attitude. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu as déjà fait un pas que beaucoup n'osent pas faire. Affronter ton esprit et prendre le contrôle. Cela dit beaucoup de toi. Renforce maintenant cet engagement en écrivant dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à construire une nouvelle mentalité. Je suis stoïcien. Ce n'est pas qu'un message, c'est une affirmation puissante qui scelle ta décision de changer. Si tu l'écris, tu le ressens. Si tu le ressens, tu le vis. Déclare-le, grave-le dans ton subconscient et poursuis ce chemin avec fermeté. Ta transformation a déjà commencé.